Cette lueur dans tes yeux, elle n'est pas humaine, n'est-ce pas? Je sais que ce n'est pas toi. Ce n'est plus toi. Tu n'es plus celui que tu étais. Pourquoi? Pourquoi tu es devenu comme ça? Tes yeux sont sombres. Tu n'es plus ce que tu étais. Je sais ce que tu fais dans cette cave, seul, pendant des heures. Tu t'amuses avec les animaux, hein? Ne réponds pas. Je sais déjà tout. Tu t'amuses à faire des hybrides. Tu tues, puis tu recolles leur corps comme tu peux. J'aurais pu t'aider en couture, tu sais. Et d'ailleurs, l'acide injecté dans les veines de ces pauvres bêtes, ou dans leur cerveau, forcément, ça les tuerait à la dose à laquelle tu leur as injecté. Ah, mon amour, tu dois changer. Laisse ces animaux. Travaille. Sois un éminent scientifique, et tes petits jeux, tu pourras les faire en toute légalité, et avec des produits bien dosés. Mais non, tu ne m'écoutes plus depuis longtemps. Tu veux juste tuer, et mélanger l'immiscible. Tu te prends pour Dieu. Cette lueur noire au fond de tes yeux, elle est si attirante, car si sombre. Mais tu n'es plus celui que tu étais. Je suis désolé, mon amour. Je dois te laisser. Tu commences à me faire peur quand tu pars pour chercher des proies. J'ai peur que tu viennes avec un corps humain. Je ne veux pas que ça se finisse ainsi, mon amour. Et je dis donc adieu, à toi, et à cette lueur noire dans tes yeux. Il fait jour, et je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que quand il fait jour, il y a de la lumière, et dans la lumière, il n'existe pas. Le jour, je suis serein, mais je n'ose pas dormir, de peur que l'endroit où je dors soit plongé dans le noir. Je m'appelle Maxime, j'ai eu 18 ans en janvier, et j'habite dans un trou paumé en Gironde. Je ne sais plus trop où en parler, ni à qui en parler, alors je vais poster ce message un peu partout où je peux. Je crois avoir tout essayé. C'est un peu mon dernier espoir. J'en ai parlé à mes parents au début. Mon petit frère s'est moqué de moi. Et eux m'ont remonté les bretelles en me disant que j'étais trop vieux pour avoir peur du noir, que j'étais ridicule et que j'allais effrayer ma petite sœur. J'ai tenté d'en parler à mon médecin, qui m'a réorienté vers un psychologue, qui m'a décelé un manque de sommeil entraînant une paranoïa et m'a prescrit des somnifères. Bien sûr, je ne les ai pas pris. Si je dors, je sais très bien qu'ils vont m'avoir. Je vais tenter de tout reprendre depuis le début, même si ma mémoire est lourdement altérée par mon manque de sommeil. Tout a commencé un soir de mars, vers 3 heures du matin. Je me suis réveillé. C'est là que je les ai vus. Ils étaient tous là, penchés sur moi, à me regarder. J'ai tenté de hurler, de bouger, mais j'en étais incapable. J'ai passé quelques longues minutes immobiles, paniqué, et lorsque, dans un sursaut, j'ai réussi à me réveiller et à allumer la lumière, ils avaient disparu. C'était trop réaliste pour être un rêve, mais je ne croyais pas ce que j'avais vécu. Après une recherche sur Google, j'ai trouvé ce que je pensais, à tort, être mon mal. La paralysie du sommeil. J'étais bloqué physiologiquement, et mon cerveau, à demi dans le rêve, hallucinait. Pas inquiété, et même curieux, j'espérais que le phénomène se reproduise prochainement, pour que je puisse voir en détail ce qu'il cause. Et le phénomène s'est reproduit 2 semaines plus tard, puis encore une semaine, puis 3 jours, et puis tous les jours de la semaine. J'étais mortellement inquiet, j'avais peur d'avoir un problème mental et d'être en train de devenir fou. Mais je ne suis pas fou. Un soir de fin avril, alors que je rentrais chez moi, décidé à prendre ces somnifères pour enfin pouvoir dormir, le bus scolaire a eu un accident, et je n'ai pu arriver à la maison qu'à 22 heures. Sur la porte, un post-it. Nous sommes chez tes grands-parents, nous rentrons dans la nuit. Je suis rentré et éparpillé mes affaires et fait cuire des pâtes. Ou un œuf, je ne sais plus, mais ce n'est pas important. D'un coup, dans un grésillement, un fusible a sauté. C'est là que je les ai sentis. Ils étaient là, autour. Ils arrivaient. Ils n'étaient plus immobiles. Ils me cherchaient. Je pouvais les entendre, les sentir venir vers moi. Aussitôt, j'ai sorti mon téléphone et allumé la puissante lumière. Ils n'étaient plus devant moi, mais je les voyais, à la lisière, entre la lumière et l'ombre, déambuler, cherchant un moyen de m'atteindre. Je suis descendu au sous-sol et rallumé le courant en changeant le fusible. Ce soir-là, je n'ai pas dormi.
Je suis resté allongé sur mon lit, la lumière allumée, la peur au ventre. Je tremblais, suant dans mes draps, serrant mon téléphone comme mon dernier espoir. J'ai bien tenté de les photographier, mais bien sûr, on ne les voit pas, puisqu'ils sont dans l'ombre. Mais moi, je sais qu'ils sont là. Je les ai vus. Le mois de mai a été horrible. Je dormais uniquement en cours ou à l'infirmerie. Chaque soir était une traque. J'étais devenu une proie. Plusieurs fois, j'ai manqué de m'endormir et je me suis réveillé aussitôt, paniqué. J'avais toujours sur moi mon téléphone, son chargeur, une dynamo, un briquet et une lampe. Le jour, j'étais amorphe. Après m'être fait renvoyer de cours plusieurs fois, mes parents ont pris contact avec un centre spécialisé pour m'interner. Si je vais là-bas, je serai confiné dans une cellule molletonnée, plongé dans le noir, et c'en sera fini de moi. Ils mourront. J'ai peur, trop peur. Ils sont dans chaque ombre, dans chaque recoin obscur, partout. Ils vont m'avoir. J'ai perdu le fil. La lumière a grésillé. J'ai sursauté. Je tremble. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Ils sont là, juste derrière la porte du placard. J'ose à peine cligner des yeux, de peur que la lumière s'éteigne à ce moment précis. Je prie pour trouver une solution. Je ne veux pas aller à l'asile. Je ne veux pas mourir. Ça m'est arrivé il y a quelques années, alors que j'étudiais à l'Université des Arts de Philadelphie. J'étais en 2e année et je partageais ma chambre avec une fille qui s'appelait Cara. Elle était chanteuse de jazz, mais elle s'intéressait beaucoup à l'opéra. Nous partagions donc une petite chambre au 6e étage d'un dortoir appelé le Juniper Hall. Les murs étaient très fins, ce qui fait que ses chants nocturnes et ses exercices vocaux m'empêchaient souvent de dormir. Après environ 1 mois à perdre du sommeil, je l'ai convaincu de déplacer ses entraînements nocturnes dans les studios de musique du bâtiment de théâtre Myriam, à un pâté de maison de notre dortoir. Un soir, vers 20h, Cara m'a annoncé qu'elle s'entraînerait jusqu'à tard pour un récital qu'elle allait bientôt donner et qu'elle ne rentrerait probablement pas avant au moins minuit. Je me suis dit que c'était super, car ça voulait dire que je pouvais aller me coucher tôt. J'avais eu une journée horrible au studio d'art dramatique et j'étais prête à m'évanouir dès que j'aurais mangé. Elle m'a dit bonne nuit et est partie, café et partition en main. J'ai préparé du fromage grillé et de la soupe. J'ai tout englouti et j'ai immédiatement commencé à me préparer pour aller au lit. Lorsque je suis sorti de la douche, mes paupières étaient si lourdes que j'avais du mal à me brosser les dents. J'ai enfilé mon pyjama et je me suis glissé dans le lit du haut de notre lit superposé. Je me suis endormi dès que ma tête a touché l'oreiller. Je vais m'arrêter une seconde pour décrire la disposition de notre chambre. En entrant, la chambre à coucher était accessible par une porte située immédiatement à gauche. Notre salle de bain se trouvait quant à elle à l'intérieur de la chambre, juste après les lits superposés. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillé au son de la porte qui se refermait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vérifié mon téléphone en grognant. Minuit, pile. Je me suis retourné et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu Cara entrer dans la chambre et s'arrêter devant le lit superposé. Je me suis dit qu'elle avait vérifié que j'étais bien endormi. Elle s'est directement laissée tomber sur le lit en dessous de moi, ce qui était étrange, car elle tenait toujours absolument à se brosser les dents et se laver avant d'aller au lit. D'un autre côté, les examens approchaient à grands pas et nous étions tous épuisés, alors ce changement soudain dans ses habitudes pouvait être normal. Le matelas en dessous de moi a grincé un peu, puis s'est arrêté. Je ne pouvais même pas entendre sa respiration. Rien, pas le moindre son. J'ai commencé à m'endormir à nouveau. J'étais à la limite du sommeil profond lorsque j'ai été réveillé en sursaut par un bruit. Une clé dans la serrure. La porte était en train de s'ouvrir. Cara est entrée dans notre chambre en fredonnant l'air d'un opéra. Le matelas en dessous de moi a grincé. Le plancher a craqué. Cara a été bousculée et est tombée par terre. Mais aucune de nous deux n'a vu qui que ce soit.
Il y a un incident qui me préoccupe encore, après toutes ces années. J'étais assez jeune quand ça s'est produit. Tout a commencé quand j'ai reçu le jeu de société Dr Maboul pour mon anniversaire. Si vous ne connaissez pas le jeu, le but est d'essayer de guérir soigneusement un faux patient. Si vous ne faites pas attention et que les pinces touchent les bords en métal des plaies, ça déclenche un buzzer qui indique que vous avez perdu ce tour. J'adorais tellement ce jeu que parfois, je faisais semblant d'opérer mes peluches, ce qui m'a valu des ennuis à plusieurs reprises pour avoir utilisé un vrai couteau de cuisine. Cependant, mes parents se sont vraiment inquiétés quand je leur ai dit que je pensais que mon clown avait besoin d'une opération. Je me souviens encore de leur regard confus avant qu'ils ne me disent « Mais tu n'as pas de clown, fiston ?» « Bien sûr que si, il est dans mon placard et il me regarde la nuit. » Mes parents sont directement allés vérifier dans mon placard. Après avoir fouillé chaque centimètre du placard et du reste de ma chambre, ils ont poussé un soupir de soulagement et m'ont dit que mon imagination était si grande qu'ils m'avaient cru. J'ai insisté sur le fait que je disais la vérité, et ils ont répondu d'une façon indifférente. « Bien sûr, fiston, bien sûr. » Cette nuit-là, le clown est venu me voir, comme toujours. Il m'a dit que c'était une bonne chose que je garde ma fenêtre ouverte pour qu'il puisse rentrer. Habituellement, il me tenait compagnie pendant la nuit, me regardant de mon placard en buvant quelque chose qui se trouvait dans un sac en papier, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il était toujours parti quand je me réveillais le lendemain matin. Je parlais rarement avec lui, parce qu'il m'avait dit qu'il y aurait des conséquences si je ne restais pas silencieux. Je me sentais un peu triste pour le clown, parce que je savais qu'il n'allait pas bien depuis la première fois qu'il était venu me voir, et c'était clair que son état ne s'améliorait pas. Une nuit, après que je l'ai entendu suffoquer à plusieurs reprises, je lui ai demandé s'il avait besoin de nouvelles piles. « Quelque chose comme ça, petit » a-t-il murmuré. « Où vont tes piles, monsieur clown ?» ai-je demandé. Il a ri et a tapé sur son cœur avec son index. Le lendemain matin, j'ai dit à mes parents que j'avais besoin de piles pour mon clown. Ils se sont regardés et ont ricané. Ils m'ont dit qu'aucune de mes poupées n'avait besoin de piles. « Monsieur Clown a besoin de nouvelles piles. Il l'a dit lui-même. » ai-je insisté. Ils se sont regardés, ne sachant pas comment réagir. Finalement, ma mère a été d'accord pour me donner des piles et les a placées sur ma table de nuit, m'assurant que je pourrais les donner à mon clown cette nuit. Le lendemain, ma mère est rentrée dans ma chambre pour me réveiller pour le petit déjeuner. À la place, elle a crié. Mon père est entré à toute allure et a appelé la police, leur disant qu'il y avait un cadavre habillé en clown dans mon placard. Ma mère a eu le souffle coupé quand elle a quitté mon placard du regard pour finalement voir ma table de nuit. Les piles n'étaient plus là. À la place, il y avait un couteau ensanglanté et un pacemaker. Comme la plupart des gens, je ne me souviens pas beaucoup de mon enfance. Ces souvenirs de quand nous étions petits sont toujours vagues et tout le monde finit par se rendre compte que ce dont on se souvient n'est probablement qu'un amalgame de bribes de souvenirs. Il faut faire avec, car on n'a pas vraiment le choix, et on finit généralement par être convaincu que notre mémoire ne nous fera jamais défaut. Mais ce n'est que purement illusoire. Le premier souvenir que j'ai remonte à mes 5 ans. Je ne sais pas si c'est exact ou non, mais je crois que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Michael. Je n'avais jamais eu d'amis, alors j'étais content de le rencontrer. Il me surnommait Jack, et j'aimais bien ça. Même si je ne suis pas sûr de me souvenir de notre première rencontre, je n'ai aucun doute sur le lien fort que nous avons immédiatement tissé ensemble. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de ce que nous avons fait tous les jours pendant toutes ces années, mais je vais vous décrire certaines des choses pour rassurer à propos de notre amitié, même les plus sceptiques des lecteurs. Michael, qui était un enfant légèrement efféminé, n'avait pas beaucoup d'amis à l'école. Il était victime de harcèlement et à ses yeux, le point culminant de sa journée était de rentrer à la maison et de partager un moment avec moi, tout en me racontant ses malheurs pour alléger son fardeau. Le thé que nous buvions en même temps, contrairement à mes paroles de consolation, était inventé. Une autre de ses activités favorites était de me couper les cheveux. Il les coiffait de toutes sortes de façons différentes et j'appréciais chacune d'entre elles. Heureusement pour lui, mes cheveux poussaient vite,
et il avait souvent l'occasion de les recoiffer lorsque nous étions ensemble. Il y avait cependant une chose qui mettait constamment notre relation à rude épreuve. Ne vous méprenez pas, Michael et moi n'avions aucune rancune l'un envers l'autre. Le problème venait de ses parents. Je ne pense pas qu'ils m'appréciaient, et je ne pourrais pas vous dire pourquoi, même si j'essayais. Ce n'était pas seulement de la désapprobation vis-à-vis du meilleur ami de leur fils. Je commençais à penser qu'ils me détestaient profondément. Plus notre amitié durait, plus les choses empiraient. Ça me fait mal d'y penser, alors je ne m'attarderai pas plus longtemps sur ce détail. Aussi rapidement que notre relation s'était épanouie au début, elle a commencé à s'effriter au bout de 2 ans. Michael est devenu un joueur de football costaud, et moi, je suis resté exactement le même qu'avant, maigrichon et incapable de rivaliser avec qui que ce soit sur le plan athlétique. Il s'est fait de nouveaux amis et a commencé à m'ignorer. Ça m'a fait beaucoup de mal, d'autant plus que j'étais là pour lui lorsqu'il en avait besoin. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il m'abandonne et ça m'a frappé de plein fouet. J'avais l'impression de n'avoir plus personne au monde. Alors que je suis assis dans le coin de la pièce et que j'écris ceci, je peux voir Michael et ses amis regarder la télé ensemble. Je me suis maintenant résigné à mon triste destin. Il m'a créé lorsqu'il était enfant et il avait besoin de moi, mais a oublié de me détruire lorsqu'il s'est fait de vrais amis. J'ai une histoire assez flippante à vous raconter. Elle n'est pas longue, vous inquiétez pas. Je pense que mon ami n'aimerait pas que je la partage. Mais je ne peux pas garder ça pour moi. Elle est tellement folle. J'avais un ami appelé Marc. Il avait le bras gauche atrophié et son oreille gauche était elle aussi mal formée. C'était pas un accident ni rien, c'était vraiment de naissance. On s'est connus au collège. Là-bas, son handicap ne le gênait pas et ne gênait pas les autres. Étonnamment, il avait même pas mal d'amis. Lui et moi, on était tous les deux à fond sur le métal et on s'est vite mis à traîner ensemble, même en dehors des cours. On allait souvent se poser vers le chantier naval, vu qu'on habitait près de la Garonne, à s'enfiler des bières et à discuter. On s'intéressait vite fait au satanisme, plus parce qu'on trouvait ça cool que parce qu'on voulait sacrifier des chèvres. On essayait des rituels plutôt nuls, du genre allumer des bougies noires et dire 3 fois Satan. Des trucs de gamin quoi. Mais un jour, alors qu'on était assis sur une carcasse de bateau, Marc m'a fait une confidence. Il m'a dit que depuis tout petit, il voyait des choses bizarres. Il m'a affirmé que parfois, la nuit, il entendait des pleurs de bébé. Quand il était seul chez lui, les pleurs se transformaient en cris. Il m'a même confié qu'une fois, il avait vu le bébé qui rampait en haut des escaliers. Mais quand, intrigué, il était arrivé en haut des marches, le nourrisson avait disparu. J'y croyais qu'à moitié. C'était cool, mais un peu tiré par les cheveux. Mais j'ai décidé de lui faire confiance, parce que c'était mon ami, et que j'étais vraiment curieux. À cette époque, je dormais souvent chez lui, et il est vrai qu'une fois, Marc s'était réveillé en pleine nuit avec l'impression qu'on lui mordait violemment le bras gauche, celui qui était atrophié. Il m'avait dit qu'il avait entendu les pleurs, et qu'aussitôt, son bras était devenu douloureux. Personnellement, je dormais très bien avant qu'il ne se réveille, et je n'avais rien entendu du tout. Par la suite, je lui ai plusieurs fois conseillé d'en parler à ses parents, mais il n'a jamais voulu. On s'est un peu perdu de vue, vers nos 14 ans. Il est parti dans un collège privé. On se voyait occasionnellement dans le village, mais c'était moins drôle. Il avait l'air fatigué, déprimé. Il me disait qu'il ne dormait presque plus, que son bras et son oreille étaient douloureux, qu'il avait l'impression qu'on les mâchait toute la journée. Après la 3e, on ne s'est plus vu du tout. Il a déménagé dans l'Est, et je suis resté dans la Garonne. Mais il y a 6 mois, je suis tombé sur son profil Facebook, et on a repris contact. On a 28 ans maintenant, et on a pas mal parlé de nos vieux souvenirs. Il a effectué une chirurgie de l'oreille vers 23 ans. C'est bluffant, elle est complètement normale à présent. En revanche, son bras n'a pas changé d'un pouce. Je lui ai reparlé de ses douleurs au bras et à l'oreille, et je lui ai demandé si ça allait mieux. Il m'a dit que oui, et il m'a appris autre chose d'assez déconcertant. Vers 22 ans, il avait fait le tour des médecins. Tous lui avaient dit que ses douleurs n'avaient aucune cause physiologique, que c'était purement somatique. Désespéré, il était allé voir un magnétiseur,
D'après ce qu'on dit, ce serait assez efficace dans ce genre de cas. Le gars l'a touché, bref, il a fait ce que font les magnétiseurs. Et dès la fin de la séance, Marc n'a jamais plus eu mal nulle part. Le magnétiseur avait clos la séance en lui disant de demander la vérité à sa mère. Le pauvre a été surpris, mais il l'a fait. Il m'a dit qu'il ne savait pas vraiment quoi lui demander, quoi lui dire. Alors il lui avait simplement demandé de lui dire la vérité, qu'elle lui cachait quelque chose qu'il ignorait. Sa mère avait fondu en sanglots et lui avait avoué l'existence d'un frère jumeau. Lorsqu'ils étaient encore dans le giron maternel, ce frère avait commencé à prendre le dessus sur mon ami. Il le grignotait peu à peu. Son bras n'avait pas pu se développer complètement à cause de ce frère qui, à terme, l'aurait dévoré. C'est quelque chose de rare, mais qui existe, le cannibalisme intra-utérin. Un jumeau assimile l'autre, le consomme, en d'autres mots. Mais pendant la grossesse, le jumeau qui dévorait Marc était mort, et on avait dû le retirer. Marc m'a dit que selon lui, le lien qui les unissait ne s'était jamais vraiment brisé, et que son jumeau continuait de vouloir le dévorer. Peut-être n'avait-il pas accepté qu'on l'arrache à son frère. J'ai eu quelques frissons quand j'ai fait le lien avec ce que Marc m'avait raconté au chantier naval, sur ce qu'il entendait, voyait et ressentait. Aujourd'hui, Marc va bien. Il ne ressent plus de douleur, mais il lui arrive parfois, selon lui, d'entendre des pleurs de bébé venant de nulle part. Ces derniers temps, je vis dans ma caravane, sur mon terrain acheté récemment. Le but est de construire une maison sur ces 2 hectares vacants. Mais la météo n'est pas au rendez-vous. Je suis dans la campagne du Nevada, où les conditions météorologiques mettent souvent des bâtons dans les roues aux agences de BTP. Entre le vent qui souffle à 80 km/h et la neige, l'hiver n'est pas la saison idéale pour construire. En attendant, j'ai ma caravane et un générateur pour me garder au chaud durant les mois les plus froids. Honnêtement, je m'y sens bien. Le vent tumultueux et la pluie battante sur le toit d'aluminium donnent une touche d'ASMR à l'ambiance. Les sons thérapeutiques de la nature m'aident habituellement à m'endormir. Mais ce soir, c'est différent. Le temps était à la fine pluie et au vent modéré. Mais le silence tombait avant que je ne puisse m'endormir. J'entends le chien de troupeau du voisin d'en face aboyer après ses moutons. Je me tourne et me retourne dans mon lit. Mais rien n'y fait. Les aboiements incessants m'empêchent de dormir et me voilà frustré. Je sais bien que ce chien fait ce pourquoi il a été dressé. Mais si je veux être à l'heure demain matin, il faut que je dorme. Les glapissements sont étouffés. Le chien ne semble pas pressé et il sonne de plus en plus comme un vieil homme qui tousse. Ses jappements sont graves et se répètent toutes les 3 secondes. Je l'imagine mordre les pattes des moutons afin de les diriger là où ils doivent aller. Enfin, les aboiements cessent et j'arrive finalement à m'assoupir. Je me réveille à nouveau, mais pas à cause de mon alarme. Malheureusement, le même vieux chien de troupeau s'est à nouveau mis à aboyer. Mon téléphone indique 4 heures. Bien, je dois de toute façon me lever dans 1 heure pour le travail, alors c'est inutile d'essayer de me rendormir. Avec tout ce bruit, je me lève et je commence à faire un café. J'écoute le rythme des jappements. Waf, 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 waf. On dirait qu'il déteste faire son travail. Tout pareil, l'ami. J'allume la télé et mets un petit film tranquille sur Netflix pour couvrir les bruits du chien. Ces jappements deviennent alors plus forts, comme s'il connaissait ma volonté de l'ignorer. Je roule des yeux, et je jure, ça commence à faire beaucoup là. J'ouvre ma fenêtre, et lui hurle « La ferme !» Avant que je ne puisse fermer la fenêtre, je remarque quelque chose. C'est une petite chose, mais une chose tout de même. Les aboiements semblent plus urgents maintenant. Le chien a l'air alarmé, et au lieu de l'habituel tout qu'il produisait, il fait des sons paniqués, comme s'il voulait mordre. Il est dos au troupeau, et j'essaie de comprendre ce que je vois à travers la brume du matin et l'absence de lumière. Dans le champ à l'herbe inégale et aux grains dispersés, il y a une silhouette, accroupie derrière une botte de foin, à moitié mangée. Le chien et les moutons sont à l'autre bout du champ, dans un coin, incertains de la nature, de ce qui est entré dans leur terrain. Je tente de voir plus clair, mais entre le ballot de paille qui cache tout et l'obscurité ambiante,
mes yeux refusent de s'ajuster. Anxieux. Mon cœur bat la chamade. Depuis tout ce temps, c'est contre ça que le chien aboyait. Cette personne, est-ce une personne? Ça ne peut être que ça. De ce que je peux voir, ça a une tête très ronde, un long cou et des épaules. Une personne donc, pas vrai? Avant longtemps, je ferme la fenêtre. Je sais que les fermiers se lèvent tôt, alors peut-être que la silhouette que j'ai vue était la leur, et qu'ils répandent les grains pour leurs moutons. Ou peut-être que ce sont des enfants qui se sont cachés en me voyant, embarrassés d'être pris la main dans le sac. J'essaie de rester le plus réaliste possible. Je m'assieds dans le silence quasi complet, essayant de me convaincre que quoi que ce fût, c'était humain. Peut-être que c'était un intrus, et c'est pour ça que le chien était si désemparé. Est-ce que je devrais appeler la police? Mais, et si c'était juste le fermier? Non. Je pense que je dramatise la situation. Je vais juste regarder à nouveau pour être sûr que la silhouette était bien celle d'un des propriétaires de ce champ. Je refuse de laisser mon esprit s'égarer plus longtemps. Il faut juste que je trouve le courage d'entrouvrir à nouveau la fenêtre et de regarder dehors. J'ai honte de dire que j'ai eu l'impression qu'une heure est passée avant que je ne rassemble mon courage. Je pense que la chose qui m'a le plus aidé à rassembler le dit courage est le silence du chien. Je sais que j'aurais dû faire quelque chose avant, mais le réconfort de savoir que le chien ne voit plus de menaces est ce qui m'a finalement déterminé à agir. J'entrouvre la fenêtre et regarde dehors. Il fait un peu plus jour maintenant. Le soleil teintant le ciel d'orange et de rose. Le champ est vide. Quel soulagement. Les seules choses que je vois, au milieu de l'enclos, ce sont les moutons et le chien. Bien, maintenant, je peux aller au boulot et oublier tout ce qui vient de se passer. Et c'est exactement ce que je fais. Le travail était ennuyant, comme d'habitude. J'ai rarement pensé au chien ou à la personne que j'ai vue le matin même. C'est plus facile de se convaincre de ce qui s'est passé, avec du recul. J'ai jeté un œil au dehors, et j'ai vu une forme, c'est tout. Pas un monstre de la nuit, pas un tueur qui tend une embuscade, j'ai simplement vu une forme. Et je ne sais même pas vraiment ce que c'était non plus. Ça pourrait juste ne rien être, une ombre dans le champ, voilà. C'est l'histoire que je me fais. Ce n'était rien, et rien n'est arrivé. En entrant sur ma voie privée, je jette un œil en direction du champ. J'esquisse un sourire en voyant les moutons brouter et le chien s'allonger tranquillement contre un pic de la clôture. J'étais vraiment bête ce matin. Je suis un homme, un adulte, et j'ai laissé l'aboiement d'un petit chien me terrifier pour rien, tout compte fait. J'entre dans ma caravane et je me fais cuire des nouilles instantanées pour le dîner et me prépare une tasse de thé sucré. Ce n'est pas un repas 5 étoiles, mais vu mon manque de sommeil à cause de cette nuit, c'était le mieux que je puisse faire. Je mange mes nouilles, bois mon thé et regarde une série sans voir le temps passer. Le soleil se couche. Je commence à me sentir anxieux. Qu'est-ce que je fais si j'entends encore ces aboiements? Et si cette chose était encore là ce soir? J'essaie de rationaliser. Je rigeonne, mais la peur est plus grande que la logique. Alors que la lune monte dans le ciel, la panique me monte à la tête. Je décide de dormir sur le canapé dépliable, dans le semblant de salon de ma caravane. Comme ça au moins, j'aurai la lumière et le son de ma télévision pour camoufler quelconque son venant de dehors. Je fais mon lit et je mets à la télé une série que j'ai déjà vue 1 million de fois et je me laisse m'endormir. Au réveil, je me sens paniqué. Le genre de panique qui t'indique que quelqu'un se tient à quelques centimètres de ton visage, te regarde, attend. La télévision s'éteint automatiquement et la lumière provenant de l'écran noir plonge l'habitacle dans une obscurité inquiétante. Je m'assieds et scanne les alentours pendant que mes poumons se battent pour respirer de l'air qui, d'une certaine manière, me manque. J'analyse tout, de la cuisine jusqu'au futon. Rien. Je me détends un peu et me lève pour me remettre ma série. Ce faisant, je vérifie que la porte ainsi que les fenêtres soient toujours fermées. J'ai honte de dire qu'une fois devant les fenêtres, j'ai détourné les yeux juste pour éviter toute chance de tomber nez à nez avec quelque chose que je ne veux pas voir. Mais au dehors de la dernière fenêtre, celle proche du futon, quelque chose a attiré mon regard. C'était rapide, vif, au point où je doutais de son existence. Mais je pense avoir vu quelque chose à mes pieds, caché derrière l'arbre de mon jardin. Je ne l'ai pas bien vu, mais ça avait une tête anormalement ronde
et des yeux brillants. Je descends d'un coup sec le rideau de la fenêtre et je me rallonge avec, une fois encore, un poids sur la poitrine. Je n'ai rien vu. Ton esprit te joue des tours quand tu paniques, me suis-je dit. Je fais de mon mieux pour me concentrer sur la télé, mais je sens comme une démangeaison dans un coin de ma tête. J'entends ma propre voix paniquer. Ça s'est rapproché. Ce n'est plus de l'autre côté de la route. C'est là, après nous. Qu'est-ce que ça fait de moi? Est-ce que ça va essayer d'entrer? La panique se calme peu à peu, alors que je me convainc que ce que j'ai vu n'était que ma propre réflexion, ou ombre. J'ai décidé que c'était ça, et rien d'autre. On ne me reprendra pas à regarder dehors, juste au cas où. Je commence à m'endormir, rêvant de regards brillants et de vents hurlants. Quand je me réveille, tout semble être revenu à la normale. Je me fais un café et mange des donuts. Je fais en sorte de préparer ma journée, et quand j'arrive au travail, je fais en sorte d'être un employé. Ce n'est pas vraiment une mauvaise journée, mais j'ai juste l'impression d'être en autopilote. Je blâme le manque de sommeil. Aujourd'hui, c'est vendredi, ce qui veut dire que je serai chez moi pendant 2 jours. J'ai peur de devenir cinglé sans le boulot pour me distraire de ces yeux brillants que j'essaie d'ignorer et que je n'ai pas vus. Enfin, j'essaie de me convaincre que je ne les ai pas vus. Je suis de retour chez moi, une fois de plus, et je mets un pull. J'allume la télé et me fais un thé chaud. Je ne mange pas au dîner. Mon estomac s'agite, comme si j'attendais l'inévitable. Mes yeux se fixent ça et là de ma caravane, prêts à voir quoi que ce soit bouger. Mes oreilles sont attentives à tout bruit. Me détendre ne semble pas être une possibilité. Je ne m'allonge même pas aujourd'hui. À la place, je m'assieds au pied du futon et regarde la télé avec des yeux rouges, injectés de sang. Après plus ou moins 2 heures d'absolument rien, je décide de pouvoir enfin m'allonger et me détendre. Juste un peu. Je ne peux pas dormir, le sommeil n'est pas une option. Même si j'étais fatigué, ce qui n'est pas le cas, la peur dans ma poitrine m'empêcherait quelconque somme. Il est à peu près 2 heures du matin quand je l'entends. Un coup discret à ma porte. Mon regard se fixe sur la porte de la caravane, si bien que je pourrais lancer des lasers avec mes yeux, touchant ce qui peut se tenir derrière la porte. J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir ce qui se passe après ça. Je me redresse et j'attends. Un autre coup subtil, semblable, vient de la fenêtre à côté de moi. Ma tête se tourne rapidement alors que je bondis hors du canapé. Debout, je fixe la fenêtre. J'attends. Ça toque encore. 3 fois cette fois. C'est comme si quelqu'un cherchait volontairement à attirer mon attention. Toc, toc, toc. Je m'accroupis et je mets ma tête dans mes mains. Je veux crier. Je veux que ça me laisse tranquille. Mais je ne veux pas reconnaître son existence. Toc, toc, toc. Je commence à me mordre les ongles. Toc, toc, toc. Cette fois, ça vient de nouveau de la porte. Ce qui veut dire que le bruit venant de la fenêtre ne pouvait pas être une branche d'arbre ou quelque chose de plus rationnel qu'une créature de la nuit. Bam, bam, bam. Les coups se sont transformés en tabourinements. Des coups puissants qui me prient d'ouvrir la porte. Je refuse. C'est là que j'entends autre chose. Un petit rire, silencieux, presque comme un gargouille. Comme si quelqu'un essayait de rire avec la bouche pleine d'eau. Là, je suis couvert de sueur et je tremble. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis exténué et terrifié. Je ne pense plus rationnellement. J'ai hurlé de me laisser tranquille. Pendant un moment, rien ne se passe. C'est silencieux. Presque trop silencieux. J'attrape mon portable pour appeler la police. Mais avant que je ne puisse le faire, la caravane se met à s'agiter. Je ferme les yeux rapidement quand j'entends le rideau de la fenêtre se lever d'un coup sec. Je ne peux pas regarder dehors. Je ne peux pas regarder dehors. Je ne peux pas regarder dehors. Je me berce d'avant en arrière, me murmurant un semblant de rappel. Les minutes s'écoulent, et vient la tentation. Je ne sais pas ce qu'a le cerveau humain, mais dès que tu dis de ne pas faire quelque chose, le besoin de le faire quand même l'emporte sur ton esprit. J'en trouve à peine les yeux. Je dois fermer le rideau. C'est ce que je me dis tout bas. Mais j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir s'il y a vraiment quelque chose, ou si je devenais fou. Je compte jusqu'à 3, et ouvre les yeux. Je veux crier en voyant la chose devant moi, mais rien ne sort de ma gorge. De l'autre côté de la fenêtre se tient la créature la plus terrifiante que je n'ai jamais vue. La tête est si ronde et lisse. Les yeux sont si jaunes, métalliques.
reflétant toute la lumière de ma caravane. Son cou, fin, semble si peu proportionnel pour la tête qu'il porte. Le nez est juste un trou en forme de U. Et la bouche, Seigneur, la bouche, la chose a 3 fois le nombre normal de dents. Pourtant, semblant humaine, son sourire est si grand qu'il s'étend sur la majorité du visage de ce truc. Toutes les dents sont visibles derrière ce sourire. Et ça me regarde. Et ça sourit. Je ne bouge pas. Je me glace comme un chevreuil devant des phares. Mais j'entends mon cerveau qui crie à mes jambes de bouger, de courir, de faire quoi que ce soit d'autre que de rester là, à laisser cette chose me voir. Mais elle m'a déjà vu. Elle approche lentement sa tête. Avant que je ne puisse réagir, elle se cogne contre ma fenêtre. Et elle recommence. Encore et encore. Elle essaie d'entrer. Ma peur se transforme en action. Enfin. J'attrape mon vieux revolver qui traînait sur mon meuble de télé. Et je charge 3 balles. Sans y réfléchir, je sors en vitesse et je lui fais face. J'ai hurlé de me laisser tranquille. La chose se détourne lentement dans la caravane pour se tourner vers moi, souriant toujours. Un liquide semblable à du goudron coule de son front. Avec mon arme, je vise et tire. La chose tombe dans un bruit sourd. Un flot de soulagement se déverse sur moi. Sans hésiter, je tire 2 fois de plus pour m'assurer que ce truc est mort. J'ai presque envie de rire. C'est fait. C'est enfin fini. Je cherche mon portable pour appeler la police et leur dire que j'ai tué cette chose sur ma propriété. Je réalise assez vite que j'ai laissé mon téléphone à l'intérieur. Je fais volte-face pour entrer, mais ce faisant, je vois une multitude de petites lumières apparaître autour de ma caravane. Je m'avance, revolver en main, pour voir ce que ces lumières pourraient être. En m'approchant, je discerne une tête très ronde et un cou très fin. Ce ne sont pas des lumières, ce sont des centaines d'yeux, reflétant la lumière vers moi, me fixant. Je fonce comme ma porte d'entrée, mais à travers la fenêtre, je remarque que 3 d'entre eux sont déjà entrés. Ils se tiennent là, me sourient. Je tombe à genoux et sens quelque chose sur mon épaule. Je regarde. C'est une main avec de longs doigts osseux et de longs ongles. Je sais que je ne peux plus courir. Je pense qu'ils sont partout autour de moi. Je sens les ongles se planter dans ma peau et je laisse échapper un cri. Je n'aurais vraiment pas dû regarder dehors. J'adore l'eau. Nager. Être seul au milieu de tout ce liquide. Au calme, sans stress. Je passe quasiment 2 heures chaque jour dans ma piscine. Je vais aussi à la piscine du coin pour faire des longueurs et de l'apnée. J'habite dans une petite ville, vous voyez. Comprenez que ce n'est pas très grand, mais j'ai mes habitudes là-bas. Ma femme, je l'ai rencontrée là-bas aussi. Elle nage moins que moi, surtout depuis la naissance de notre fils. Mais elle continue parfois, avec mon petit Timothée, dans notre piscine. Je suis professeur dans un village, des gamins sympas, très terre à terre. Il y a aussi des têtes brûlées dans le tas, mais ça va pour la plupart. Mon histoire a commencé le jour où mon fils est parti de la maison pour aller à la fac, dans une grande ville, dont je tairai le nom pour plus de sécurité. Moi et ma femme sommes allés chez lui plusieurs fois, pas très longtemps. Il n'avait pas un appartement très grand. La ville était très vaste, et nous nous y sommes promenés très souvent avec mon fils. J'avais remarqué qu'il y avait une assez grande piscine, mais pour ne pas embêter ma femme et mon fils, je n'avais rien dit. Un jour, où nous étions chez lui, il a dû partir en précipitation pour un travail avec ses amis. Ma femme avait besoin de repos, donc elle a fait une sieste. Mais moi, j'étais bien réveillé. J'ai donc pris mes affaires de piscine, que je prenais toujours avec moi, au cas où, et suis allé à cette piscine. Beaucoup plus grande que je ne le pensais. Le bassin olympique était quasiment vide. Nous étions en semaine, et les rares nageurs étaient des mordus comme moi. Après m'être échauffé, j'ai commencé à faire plusieurs longueurs. Après ça, j'ai commencé des exercices d'apnée, de 10 à 30 secondes. D'habitude, je n'en fais pas dans les piscines municipales, mais après avoir papoté avec le maître nageur, il m'a indiqué qu'il ne trouvait rien à redire contre ça, voyant que j'étais un vrai nageur et pas un gamin débile. Un autre nageur a commencé à travailler avec moi. La piscine, c'est un endroit convivial, c'est de l'exercice continuel. On nage pour ne pas couler, ça délie les langues.
Après un rapide échauffement, donc, nous avons décidé de rester le plus longtemps possible sous l'eau. Un exercice assez simple, mais qui peut être dangereux si nous ne sommes pas accompagnés. La première fois, nous sommes restés 50 secondes, en gros. Moi 51 et lui 48. Il n'avait pas l'entraînement que j'avais. La deuxième fois, nous sommes restés 55 secondes tous les deux. Après plusieurs essais, nous avons trouvé notre limite d'1 minute et 30 secondes. Nous avons donc commencé à nager dans l'eau en apnée. Après plusieurs longueurs, nous avons essayé de toucher le sol. C'est là que les choses ont pris une tournure très étrange. J'avais des lunettes de natation, quelque chose de sobre mais d'efficace. Lui par contre n'en avait pas, et devait avancer à l'aveugle, le chlore n'étant pas conseillé pour les yeux, surtout à forte dose. La première fois que nous avons nagé jusqu'au fond de la piscine, je l'ai trouvé éloigné. Je l'ai dit à mon camarade apnéiste, mais lui a déclaré avoir trouvé la profondeur normale. La seconde fois a été la dernière. Quand j'ai touché le fond, il semblait si éloigné que j'ai eu peur de ne pas réussir à remonter. Une fois touché, je me suis retourné pour remonter et la piscine avait grandi. Tellement grandi. La surface qui brillait me paraissait si lointaine. J'ai commencé à paniquer. Je me suis retourné pour voir mon camarade et je l'ai vu continuer à nager vers le fond, aveugle à ce qu'il se passait devant lui. Et le fond continuait à s'éloigner. J'ai tenté de crier, mais ma bouche et mes poumons se sont remplis d'eau. J'ai paniqué et j'ai commencé à nager le plus vite possible vers la surface. Mais à cause de ma stupidité, il ne me restait plus beaucoup d'air dans mes poumons. J'étais tellement paniqué que j'ai cru ma dernière heure arriver. J'ai levé les yeux et j'ai vu la surface. J'ai agité les bras mais je n'avais plus d'air. Mes poumons pleins d'eau commençaient à brûler, mes muscles aussi, et mes côtes étaient douloureuses. J'ai finalement pris un dernier élan et j'ai sombré. Quand je me suis réveillé, j'étais au bord de la piscine, le maître nageur me pratiquant les gestes de premier secours. J'ai craché de l'eau et j'ai vomi ma bile. J'étais complètement déboussolé. Je ne savais plus où j'étais, ni comment je m'étais retrouvé là. J'ai pris des goulées d'air et j'ai demandé, après un certain temps de repos, où était l'autre. Mais personne ne se souvenait d'un autre nageur avec moi. J'ai pris mes affaires et je suis parti très vite de cette piscine. Depuis, je ne fais plus de piscine. J'ai toujours peur que le fond s'agrandisse. Tout débute maintenant. Vous êtes dans une pièce blanche, très éclairée, petite, avec en son centre seule une chaise, blanche également. Dès que vous vous approchez de cette dernière, une porte s'ouvre derrière vous, donnant sur un grand couloir sombre, ce qui change beaucoup de la première pièce, avec pour seule lumière des lanternes accrochées au mur. Vous possédez également une lampe torche dans votre poche. D'un coup, une voix sort de nulle part. Alors donc je t'explique. Tu vas participer à une expérience. Tu n'auras qu'à suivre ton instinct. Et quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas te défendre, juste fuir. Vous ne bougez pas et vous croisez les bras. La voix reprend donc. Et bien sûr, plus tu resteras au même endroit, moins tu auras de chances de survie. À toi de voir. Vous soupirez et avancez en ronchonnant. Le long du couloir, il y a des portes. La plupart fermées, mais il y en a une d'ouverte, avec dedans des documents posés sur une table, une espèce de bureau. Vous entrez et regardez ces documents. Sur la table, une ancienne photo de classe apparemment, des croix sur certains visages et un seul entouré, pas plus que ça. Vous ressortez et continuez votre chemin, vous demandant ce qu'est cet endroit. À la fin du couloir, un tableau est accroché au mur. Vous vous approchez pour le regarder, celui-ci tombe. D'accord. Vous vous tournez pour prendre le chemin qui est à votre gauche, et vous tombez nez à nez avec une petite fille. Elle ne doit pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Elle est habillée d'une salopette bleu clair et d'un t-shirt jaune pâle, décoré d'un ourson, a des cheveux courts, très raides et foncés, et elle possède une peau pratiquement blanche. Vous lui demandez ce qu'elle fait là, elle ne vous répond pas. Alors vous la contournez et continuez votre chemin normalement. Mais des petits bruits de pas résonnent derrière vous. Ça doit être la gamine. Les talonnettes de ses petites chaussures noires doivent être à l'origine de ce bruit.
Vous stressez, mais ne laissez rien paraître. À force d'avancer, le tic-tac d'une pendule se fait entendre. Le couloir ne finit pas comme l'autre. Il y a une table au milieu du chemin, assez grande pour ne pas pouvoir passer comme ça, mais assez petite pour en faire le tour. Vous la contournez et continuez. Au bout du couloir, sur le mur de droite, un message en blanc, bien distinct, peut se lire sans problème. Pas par là, il n'est pas revenu. Alors que les bruits de pas s'arrêtent en même temps que vous. Après un instant d'hésitation, vous marchez dans le couloir. Celui-ci débouche sur une pièce sombre, au bout de celle-ci, une grande vitre, montrant la pièce d'à côté, où on peut voir une chaise avec un casque électrique au sommet et une table à côté. Vous entrez et du coin de l'œil vous apercevez un tableau. Vous vous approchez donc de celui-ci et commencez à le lire. Il y a plusieurs numéros, 37, 38, 39, suivis de prénoms du genre Denise, Bernard, Marie, leur âge, 21, 12, 7, et des commentaires. Trop vieille, cauchemar au bout de 25 secondes, 2 minutes 30 ressorties muettes, etc. Lorsque vous vous retournez, vous partez dans la pièce suivante, ne trouvant plus rien d'intéressant ici. La porte se trouve du côté droit, à l'inverse de celle que vous venez de passer. La petite fille vous suit, sa respiration tremblante, et à présent, vous pouvez entendre le bruit d'un battement de cœur. Est-ce le vôtre? En continuant d'avancer, 3 choix s'offrent à vous. Allez tout droit, allez à droite ou bien à gauche. Vous allez tout droit. Le chemin se divise en 2 après, à droite ou à gauche. Sur le mur, encore une écriture blanche est visible. Salle à manger. Vous marchez en suivant les flèches qui indiquent la droite. Au fond, une porte est ouverte, remplie de viande pendue. En passant au travers dans le fond, vous voyez un homme pendu, ou du moins, accroché au plafond et maintenu par un crochet qui perce la peau de son dos. Et celui-ci pousse un cri en bougeant lorsque vous vous approchez de lui, puis s'arrête, redevenant inerte. Après un sursaut, vous respirez profondément et continuez. Une salle est derrière le tout, mais la porte qui en est la seule sortie, sans faire demi-tour, est apparemment bloquée. Après un moment sans bouger, des bruits de chaînes retentissent, des voix d'enfants traversant votre tête, énonçant sans arrêt, en chuchotant. Vous le sentez mal, vous retournez sur vos pas et commencez à courir. Votre vue ondule, ne vous laissant qu'un faible aperçu d'où vous allez. Et sur le chemin d'où vous venez, on peut apercevoir la silhouette d'un grand homme, les bruits de chaîne étant plus forts, presque assourdissants, tandis que les enfants murmurent plus fort jusqu'à entendre les sanglots de la petite fille derrière vous, qui vous suit toujours. Votre lampe torche restera allumée, quoi que vous essayerez de faire, ce qui attirera le manche-lumière. Pas d'issue possible. Allez tout droit, à l'opposé de la salle à manger. Vous décidez de balancer la lampe torche et de courir, suivant votre instinct sous la peur. Les lanternes sur les côtés du couloir commencent à clignoter. Il s'approche. Sa respiration et ses chaînes n'arrêtent pas de devenir plus fortes, plus bruyantes. Vous traversez des espèces de dortoirs où des silhouettes s'élèvent. L'ambiance devient de plus en plus oppressante. Au bout des dortoirs, une porte, montrant une pièce immaculée de blanc. Le point de départ, avec la chaise en son centre, pas moyen, même sous le stress, sans comprendre pourquoi, vous vous asseyez là. Les bruits continuent d'augmenter, l'ambiance devenant plus pesante encore. Il s'approche. Les lumières s'éteignent petit à petit. La petite pleure fortement, criant presque. Les petits murmures dans votre tête continuent également. Des rires s'entendent. Le battement de votre cœur s'affole. Il s'approche. Votre vue recommence à onduler, voyant la chose commencer à entrer dans la pièce, tendant les mains vers vous, avant qu'un cri déchirant d'agonie inonde la pièce, celui de la petite fille, et puis, plus rien. Le noir total, le silence absolu. Vous vous réveillez, le souffle rapide, le cœur battant violemment contre votre cage thoracique. Vous avez des sueurs froides. Vous vous redressez. Une étrange ombre se voit du coin de l'œil, grande, imposante. Votre vue ondulant encore, vous pensez que ça doit être dû à la peur. Jusqu'à ce que vous entendiez un murmure d'une voix de petite fille, tremblotante, répétant une dernière fois. Le mange-lumière.